Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette vidéo d'Alira, l'école blockchain, où nous allons discuter de l'impact des crypto-monnaies sur la guerre en Ukraine. Suite à l'offensive militaire russe en Ukraine, le Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies en général se révèlent comme une variable majeure du conflit. Le constat est valable aussi bien du côté ukrainien pour ses capacités à lever des fonds que du côté russe pour trouver une alternative au monopole du réseau de paiement SWIFT. Moins d'un an après l'adoption par le Salvador de Bitcoin comme monnaie légale, le conflit entre l'Ukraine et la Russie nous montre une deuxième application à grande échelle des crypto-monnaies et du Bitcoin. Si cette guerre met en lumière ces crypto-actifs, elle met aussi en lumière beaucoup d'idées reçues sur la manière dont l'univers crypto fonctionne. Et cela vaut tout autant pour les fanatiques qui veulent un monde entièrement basé sur les crypto-monnaies que pour les plus réfractaires qui souhaitent sa disparition. Finalement, qu'est-ce que ces crypto-monnaies apportent concrètement comme changement et qu'est-ce qu'on peut en penser? Le premier constat, c'est qu'il s'agit d'un nouveau système de financement. Le 26 février 2022, soit 2 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement ukrainien a publié les adresses publiques compatibles avec diverses blockchains et a permis de recevoir des crypto-monnaies. Le ministre ukrainien de la transformation numérique cherche à lever 200 millions de dollars sous cette forme. À l'heure actuelle, plus de 70 millions de dollars ont déjà été donnés à l'Ukraine. L'Ukraine a également tiré parti de la culture propre aux crypto-monnaies avec une annonce sur un airdrop potentiel publié le 2 mars 2022. Un airdrop, c'est ces mécanismes qui permettent de distribuer des récompenses aux utilisateurs les plus impliqués dans une application décentralisée. Une fois l'annonce faite, les dons à l'Ukraine se sont multipliés en prévision d'un futur jeton et des millions de dollars ont afflué dans ses coffres. Le 28 mars 2022, l'Ukraine avait déjà réuni plus de 70 millions de dollars avec les dons de personnalités emblématiques comme David Wood par exemple, qui a fait un don de 5 millions de dollars en dot. Bien entendu, il s'agit d'une part minime dans le contexte de ce conflit où l'Ukraine cherche en tout 4 milliards de dollars pour son armée. Toutefois, il s'agit d'une des campagnes de dons les plus prodigieuses qui ait été menée à l'échelle d'un pays en dehors du système bancaire. Mieux encore, si cette campagne avait dû être réalisée sans les crypto-monnaies, elle n'aurait probablement jamais pu être aussi efficace. C'est un constat qui est également partagé par le ministre adjoint à la transformation digitale, Alex Boryakov. Il nous dit, et je cite, « Dans une situation comme celle-ci où la Banque nationale ne fonctionne pas vraiment, les crypto-monnaies aident à effectuer des transferts rapides, à rendre les choses très rapides et à obtenir des résultats presque immédiatement. » Les démarches employées peuvent choquer dans le monde à l'extérieur de la crypto et on peut même déplorer un certain manque de tact parfois au sein même de la communauté crypto où certaines personnes exigent un retour sur investissement avec l'airdrop. Malgré tout ça, l'efficacité des crypto-monnaies pour ce cas d'usage est absolument incontestable. Dans la plupart des médias, l'accent est mis essentiellement sur les minorités qui contrôlent la majorité des richesses d'un pays. Dans notre cas, c'est le recours aux crypto-monnaies par les oligarques russes qui focalise l'attention. Les oligarques cherchent évidemment à contourner les sanctions occidentales et surtout à protéger leur fortune face à l'effondrement possible du rouble. Nous avons par exemple cet oligarque russe qui a contacté un responsable d'une société de courtage en crypto-monnaie aux Émirats arabes unis dans le but de revendre la bagatelle de 125 000 bitcoins, ce qui représente environ 6 milliards de dollars. Mais pendant que les projecteurs sont braqués sur eux, on oublie que c'est la majorité silencieuse des personnes ordinaires qui sont le plus vulnérables aux sanctions, car elles sont dépourvues d'accès à des moyens de paiement vers l'extérieur. Parmi toute cette population, ukrainienne comme russe, une grande partie est constituée de personnes qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent contraintes de subir des imprévus causés par des autorités qui les dépassent. L'exemple le plus parlant est l'histoire de 2 journalistes qui se sont retrouvés à la lisière d'une zone de combat et qui ont dû fuir sans possibilité d'obtenir de l'argent en liquide en raison de la pénurie de cash dans les distributeurs automatiques, pénurie qui d'ailleurs est quasiment systématique dès qu'il y a des tensions sur le système bancaire. La solution qu'ils ont trouvée, c'est d'acheter une Mazda 3 d'occasion pour 0,059 Bitcoin. C'est une voiture avec plus de 400 000 km au compteur, mais elle leur a permis de se mettre en sécurité. Sans Bitcoin, la situation aurait pu être sans issue pour eux. Depuis que les pays occidentaux ont banni la Russie du système SWIFT, la Russie envisage déjà d'utiliser les crypto-monnaies pour réduire l'impact des sanctions à son égard.
En réaction à cela, la directrice du FMI, Christine Lagarde, a rapidement appelé à une réglementation plus stricte. Même si le réseau Bitcoin est facile à traquer, il est nécessaire de rappeler que la réputation de Bitcoin s'est forgée entre autres sur sa capacité à déjouer les obstacles, dont voici une liste non exhaustive, mais on rappelle que un des principes de Bitcoin, c'est d'être incensurable. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau par exemple, a essayé de bloquer l'accès aux comptes bancaires des citoyens canadiens qui avaient participé au convoi de la liberté pour protester contre l'obligation vaccinale contre l'épidémie de Covid-19. Les crypto-monnaies sont devenues par la suite l'outil des manifestants et étaient, elles, incensurables. Autre exemple, l'Iran a pu compenser une partie des préjudices économiques causés par les embargos sur les exportations de pétrole en utilisant son surplus d'énergie pour produire une part estimée à 4,5% de la puissance de minage du Bitcoin. Autre exemple, la Chine avait déjà banni la détention et l'échange de crypto-monnaies en 2018. Cette interdiction ne durera qu'un certain temps, car les analyses on-chain montrent que les échanges en dehors des bourses étaient en train de décoller, ce qui rendait cette interdiction complètement inefficace. Peu importe à quel point on peut succéder le Bitcoin, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'agir sur le réseau s'il le souhaite. À noter que Bitcoin n'est pas la seule solution décentralisée et non réglementée, et il existe notamment des crypto-monnaies qui rajoutent une couche de privacy, de vie privée. On pourrait citer par exemple Zcash ou Monero qui tournent toujours. Il existe aussi des plateformes de smart contracts dédiées à la confidentialité des données, comme par exemple Secret Network ou NuCypher. La solution idéale pour les États ou les entités en tout genre n'est donc pas de savoir comment arrêter l'activité sur une blockchain, mais comment composer avec cette activité et éventuellement en tirer parti. L'utilisation des crypto-monnaies en général, et plus particulièrement la finance décentralisée, est sur le point d'être régulée à l'échelle mondiale à différentes vitesses. Cependant, depuis le début de l'invasion de la Russie, cette régulation est en train de s'accélérer. Cette régulation fait partie du processus naturel pour faire adopter les crypto-monnaies au plus grand nombre. En revanche, le conflit peut inciter les régulateurs à prendre des mesures telles que la déclaration obligatoire de transactions vers des wallets non-custodial, qui s'appellent non hébergés, à partir de 1 000 € par exemple, ou la vérification d'identité pour chaque wallet utilisé, si ce n'est une interdiction pure et simple de publier ou d'utiliser certaines applications. Rappelons également que la Russie doit faire face à des sanctions économiques, ce qui signifie que dans le cas où la Russie utilise la blockchain, toutes les agences de renseignement vont exploiter l'analyse on-chain, les données sur les blockchains sont publiques, pour faire appliquer les sanctions. Si leur intention est légitime, les plus grands perdants seront les particuliers qui verront leur activité auscultée à la transaction près, un peu comme si toute une salle de classe était punie juste parce qu'un élève a essayé de tricher. Pire encore, détenir des fonds sur une plateforme d'échange peut devenir vraiment dangereux en fonction de l'image que cette plateforme a de vous. Ça peut paraître invraisemblable, mais c'est ce qui est arrivé à 25 000 utilisateurs russes de Coinbase qui ont été qualifiés comme engagés dans une activité illicite. Même Binance, qui n'est réellement domicilié nulle part, a suspendu les transactions réalisées à partir des cartes Visa et Mastercard émises en Russie et bloqué les comptes sur des listes noires. En sachant que Binance est en recherche d'un siège social et que Coinbase est implanté aux États-Unis, avec un souci tout particulier pour la réglementation, cette vague de blocage semble assez clairement relever plus de la politique que du simple respect des conditions d'utilisation. Bitcoin a prouvé à maintes reprises que même les États sont incapables de l'arrêter. Et du coup, si on ne peut pas empêcher les gens d'agir, alors on peut les inviter subtilement à agir dans la direction qu'on veut. Comment inviter subtilement les gens à faire ce que vous voulez? La réponse est simple, vous devez passer pour le gentil de l'histoire. Et à ce jeu-là, l'Ukraine et la Russie se sont livrés à une bataille d'images, sans pitié, avec propagande, discours, témoignages en live et plus encore. C'est une véritable guerre de l'information où la communauté fait office de juge et les dons font office de vote. Le cas de l'Ukraine et de la Russie est particulièrement intéressant car il s'agit du premier conflit où il est possible de déterminer de façon quantitative et transparente le soutien que peut recevoir un pays par rapport à un autre. Étant donné l'efficacité promise par les cryptos dans ce genre de campagne, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons beaucoup d'autres exemples. Tous ces événements nous feraient presque oublier que Bitcoin est un outil conçu pour les individus avant tout, et non pas pour les gouvernements qui, pour rappel, représentent une autorité centralisée dont la blockchain précisément propose de s'affranchir. C'est pour redonner le pouvoir aux individus que les blockchains et les crypto-monnaies ont été créées, peu importe leur choix. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, a mis ce constat en évidence dans une citation qui résume parfaitement la situation. « Ethereum est neutre, mais je ne le suis pas. »
Autrement dit, la technologie est neutre, c'est notre utilisation de cette technologie qui définit notre politique, et la blockchain permet d'avoir la position que nous souhaitons avoir sans risque d'être censuré. Nous pouvons faire à ce sujet plusieurs parallèles avec l'histoire. Par exemple, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg a démocratisé la distribution des écrits et a joué un rôle décisif dans la réforme protestante. Internet a démocratisé les échanges d'informations numériques et il y a eu une véritable remise en question de l'autorité des médias, voire des États, par son intermédiaire. Critiquer les technologies blockchain parce qu'elles permettent de faire des échanges de valeurs incensurables et sans passer par les États est aussi bête que de critiquer l'imprimerie parce qu'elle permet d'écrire des textes qui ne plaisent pas à certaines personnes. Personne n'a jugé que l'imprimerie était une technologie qu'il fallait interdire ou supprimer sous prétexte que, par exemple, Mein Kampf a pu être écrit et diffusé en utilisant de l'imprimerie. Et tout le monde comprend très bien que, d'un côté, vous avez l'imprimerie, qui est une technologie en soi neutre, et qu'en revanche, la manière dont on l'utilise, ce qu'on utilise pour écrire dans ces livres, elle, n'est pas du tout neutre, et les personnes sont évidemment responsables de ce qu'elles vont écrire. Le fonctionnement est exactement analogue pour les technologies blockchain. Vous avez un registre public dans lequel tout le monde peut écrire et dans lequel tout le monde peut transférer de la valeur économique. Ce que les individus en font dépend ensuite de leur responsabilité propre. Aujourd'hui, Bitcoin suit le même chemin. Il est en train de démocratiser le transfert de la valeur et de l'épargne à grande échelle et va probablement jouer un rôle décisif dans la séparation entre l'argent et l'État. Et cette séparation est à mon sens absolument cruciale. En effet, pendant longtemps, les États ont utilisé la monnaie comme un outil de puissance et comme un outil de contrôle. Ils ont notamment contrôlé la quantité de monnaie émise, qui a accès à cette monnaie ou pas, et on peut légitimement se demander si il revient aux États d'utiliser et de manipuler l'outil qu'on utilise pour mesurer la valeur économique. Précisément, avec des monnaies comme Bitcoin, Ethereum ou toute une série d'autres, on retrouve une forme de neutralité de l'instrument monétaire, et ensuite, il ne s'agit pas d'être neutre dans l'absolu. Évidemment, dans la manière dont on utilise ces instruments, on aura une orientation politique, on aura des choix de société, des choix économiques, mais simplement, on ne vient pas polluer l'instrument monétaire en incorporant forcément obligatoirement dedans des opinions politiques. Et c'est exactement ce que synthétise Vitalik Buterin avec son fameux « Ethereum is neutral, but I'm not ». Ethereum est neutre, mais je ne le suis pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alira est une école spécialisée dans les technologies blockchain. Si vous voulez rejoindre l'écosystème et apprendre à utiliser véritablement ces technologies, nous formons des développeurs, des consultants blockchain et des spécialistes en finances décentralisées. Vous retrouvez dans la description tous les liens pour rejoindre nos prochaines formations. À très bientôt.